Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie, grâce à des questions profondes tirées de notre jeu Vue. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde, et moi je suis très heureuse de te recevoir Mathilde, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît. Mathilde qui est, encore une fois, on reçoit des gens avec tellement de talent et de façon d'aborder la vie, qui est coach, qui est entrepreneur, qui est écrivaine, qui est auteur. Alors, parce que pour moi, je vais te différencier les deux, parce que tu as déjà publié un livre et tu es encore en train d'en écrire un nouveau. Oui. En tout cas, c'est dans les bacs, mais je sais pas si on doit le spoiler ou pas. T'aimes bien les petits gossips, toi, hein? J'aime bien les petits gossips. Ça on commence direct, quoi. Direct. En tout cas, tu écris, et écrire fait partie de ta vie, dans le sens, c'est pas forcément livre, mais en tout cas, transmettre et éduquer au travers de l'écriture. Je pense que c'est un de tes grands talents. Mathilde, on se pose souvent des questions profondes et philosophiques à tes côtés, donc je suis très contente qu'on le fasse autour de Vue. Comme pour toute partie de Vue qu'on va débuter ensemble, on va le faire en mode groupe pour info, hein, parce que c'est le mode aujourd'hui qu'on a décidé d'utiliser. Et tu nous as dit que tu étais OK pour parler de tout, donc on pourra éventuellement aborder des sujets comme la sexualité pour les personnes qui nous écoutent. Sachez que ce sera potentiellement le cas. Comme dans toute partie, il y a quelques règles du jeu. Je te laisse les énoncer. Yes, bah du coup, l'idée pour nous, ça va être tout simplement de choisir le mode. Donc là, on va prendre groupe, on parle de tout. Et en fait, l'idée de Vue, c'est on se pose des questions, on a le droit de passer les questions si on n'est pas à l'aise, on a le droit de réfléchir pendant des plombs, et du coup, ça fait des gros silences, et si vous écoutez qu'il y a des silences, c'est normal. Voilà, pour les règles générales. Voilà. Et ben c'est parti. Et avant ça, on voulait te demander, c'est quoi ton état d'esprit du moment ? Quel mot décrirait ton état d'esprit du moment ? Quel mot décrire mon état d'esprit du moment? Écoute, je dirais ancré en ce moment. J'ai passé 5 semaines à voyager en Australie et tout. Donc là, je commence à justement me réancrer vraiment là où je suis. Et donc ça fait du bien. Ça fait du bien après toute cette période d'itinérance que j'ai adorée. Ça permet aussi vraiment de sortir de ces conditionnements. Et là, c'est comme si je revenais chez moi, mais du coup de prendre conscience un peu de tout ce qui s'est passé et d'ancrer du coup ces nouvelles choses. Donc je me dirais ancré et en même temps connecté au champ des possibles, quoi. Ce truc-là. Donc je me sens bien, on va dire. Trop bien. Première question. Qu'est-ce que tu aimes profondément faire, mais que tu n'oses pas encore ? Qu'est-ce que j'aime ? C'est très simple, en fait, ça m'est venu direct. C'est justement ce qu'on est en train de faire, là, toutes les trois, pardon. Et justement, créer ces espaces-là. Donc déjà, je voulais vous dire merci. Merci à vous deux pour l'invitation. Et c'est précieux pour moi, ces espaces. Donc c'est peut-être ça, de créer encore plus d'espaces comme ça, avec des gens que j'aime. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ce serait peut-être plutôt ça, m'autoriser à plus créer ces discussions-là et passer du temps avec des personnes que j'aime et avec qui on peut être justement vu, nu et voilà, c'est une médecine en soi, je trouve, de parler à cœur ouvert comme ça. Donc je pense que ce serait ça, ouais. Après, je me suis déjà questionnée sur pourquoi est-ce que je passais pas autant à l'action qu'une partie de moi aimerait, mais je pense que je suis nourrie aussi là-dedans à travers évidemment tous les jours les coachings où c'est vraiment aussi des discussions à cœur ouvert, donc ça nous nourrit, mais il y a une partie de moi aussi qui est appelée par le podcast et pour l'instant j'ai quand même comme Louisa l'a dit, le projet de livre, etc. Donc j'ai des journées pas mal remplies, mais ouais, c'est ce truc-là qui me titille et que j'aime faire. Donc, merci à vous de créer ça. Et c'est quoi la différence pour toi entre les espaces de coaching qui sont déjà dans ton quotidien et l'espace de podcast ? Est-ce que c'est la diffusion ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui fait que ce serait différent ? Le coaching, peut rentrer plus dans l'intime. Parfois, j'ai l'impression que le podcast peut rester aussi plus théorique, où je suis moins dans ma posture de coach quand je suis en podcast, et ça ça fait du bien aussi parfois de lâcher ça. Donc je dirais ça. Ok. Trop bien. Prochaine question. Qu'est-ce qui guide tes décisions
Qu'est-ce qui guide mes décisions? Ouais. Ok. J'aime bien les petits oiseaux. Tu les entends? Oui, je les entends. Qu'est-ce qui guide mes décisions? C'est dur de dire c'est ça qui guide mes décisions. Tu vois, je suis guidée par mon cœur ou par mon âme, tu vois, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Évidemment, je suis pas à 100% du temps, mais ouais, c'est ça. Je tends à ça en tout cas de, de prendre des décisions qui sont les plus alignées avec qui je suis. Ouais, j'aime ces moments où justement où j'ai passé peut-être un peu trop de temps dans une zone de confort ou ouais, dans quelque chose plus en lien, plus guidé par la sécurité. Et d'oser faire le grand pas, c'est toujours des moments où il y a la peur, mais c'est tellement aussi ce champ des possibles qui s'ouvre. Et en ce moment, je suis aussi dans une période comme ça, où il m'est demandé justement de faire des décisions, de faire ce saut de la foi. Et ça, voilà, ça arrive un peu souvent, et je pense que c'est une bonne nouvelle aussi qu'on est aussi en train d'évoluer, de se transformer. Ouais. J'ai l'impression que ça m'arrive, moi, tous les 2-3 ans, voilà, d'avoir des décisions comme ça, que ce soit dans le pro, dans le perso, une espèce de saut de la foi. Et ouais, dans mon livre, j'en parle aussi, et c'est les moments préférés où, par exemple, quand j'arrête le tennis, quoi, où je sais pas qui je suis sans le tennis, mais je sais que ma place n'est plus là. Je sais pas ce que je vais faire d'autre. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse en regardant derrière de me dire, ah, mais ouais, c'est trop bien, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça me paraît une évidence de faire ce que je fais, mais à l'époque, ça l'était pas, tu vois. Et pour autant, de le faire quand même et d'avoir cette foi-là que tu sautes et le filet va apparaître, quoi. Donc, je suis dans une période un peu comme ça en ce moment. Et je pense que je le valorise d'autant plus que justement, j'ai été très attachée justement à une partie de moi à ce statut, cette sécurité, etc. Donc, c'est pour ça que ça a aussi de la valeur à mes yeux. Et que voilà, j'essaie de grandir sur ce chemin-là, d'essayer de faire des choix qui sont de plus en plus alignés et puis résonnants avec qui je suis, tout simplement. Et même si parfois, on peut être attiré par d'autres choses qui sont séduisantes, mais qui résonnent pas. Et puis plus j'avance, plus je sais en tout cas discerner et faire la différence entre les deux, quoi. Est-ce que c'est plus t'avances et plus t'arrives à discerner ou plus t'avances et en tout cas c'est ce qui me venait quand je t'écoutais qui était en fait quand tu as itéré cette fois plusieurs fois littéralement Cette fois FOI, c'est ça? cette Ouais. fois FOI plusieurs fois FOIS C'est comme je disais, je tends avec le temps à faire ça, c'est ça, très vraiment. poétique. Et du coup, quand tu as itéré cette fois plusieurs fois, est-ce que du coup, tu y crois de plus en plus aussi? Il y a un peu ce truc-là, où au départ, quand tu arrêtes le tennis, tu sais pas que effectivement il t'attend plein de belles choses derrière, mais que la vie te l'a démontré, et donc plus tu l'expérimentes, plus tu Ouais. y crois, et donc du coup, et en plus, vu que tu as des petits cycles de 2-3 ans, ça te permet de refaire des sauts réguliers. Est-ce qu'il y a un truc qui se renforce aussi, une forme de résilience, de croyance renforcée aussi? Ouais, complètement, complètement. Et une foi qui se renforce aussi. Et je pense que je suis dans une période en ce moment où justement, et j'avais des larmes de gratitude même, genre avant-hier, en plus sur le périph', quoi. C'était pas comme si j'étais à la montagne avec les petits oiseaux et tout. C'était vraiment dans un moment où un lieu que j'associais à un truc hyper métro boulot dodo et je suis en train de réaliser à quel point est-ce que et mettre de la conscience là-dessus, à quel point je suis maître de mon état interne à chaque instant, quoi, et que j'ai le pouvoir à chaque instant d'être dans l'état que je souhaite être, et du coup de faire de plus en plus le choix en conscience de comment je veux vivre ma vie, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire, j'étais sur ce périph', et puis j'avais des larmes de gratitude justement de switcher, comme tu le dis, avant, j'avais tendance à mettre ma sécurité justement beaucoup dans des personnes, dans des choses extérieures, tu vois, dans un statut, dans la sécurité, etc. Et de passer de plus en plus à ce truc-là très personnel et extérieur, à vraiment un truc une fois plus universel, d'être plus connecté à ce principe
divin, tout simplement, quoi. Et même ça se matérialise aussi dans les relations, parce que moi, j'avais tendance à être aussi très exclusive dans mes relations, où c'était un peu on-off, tu vois. Et puis je me rappelle, on en a parlé toutes les deux, Louisa, à New York, où au départ, je me souviens exactement où j'étais. Je te faisais un vocal et je te disais, ouais, en même temps, je comprends pourquoi d'être là avec, parce que j'étais pour l'US Open pour le contexte, dans un grand chelem de tennis, c'est le plus haut niveau et on voit les filles, elles sont le masque on, quoi, tu vois, parce que tu gagnes tellement de matchs aussi avec ce masque-là. Et donc moi, j'ai grandi là-dedans, avec cette armure, ce côté un peu arrogant même. Et du coup, ce qui faisait que, vu que toutes les filles peuvent être des potentielles concurrentes, et ben, il fallait bien choisir avec qui tu choisissais de t'ouvrir. Donc, il y avait ce truc-là vachement, ouais, on-off, tout simplement, où je fermais mon cœur et je l'ouvrais. Par contre, quand je l'ouvrais, c'était à fond. Et je suis en train de lâcher ça pour m'ouvrir de plus en plus et lâcher cette affection, on va dire, personnelle avec cette personne, à vraiment à avoir la foi dans un amour plus universel et du coup faire confiance à ce qui va arriver. Ça vous parle? De ouf, et merci parce que tu viens de me faire avoir une prise de conscience, je pense, sur ce côté assez... moi, j'appelle ça mon côté all-in, tu vois, c'est j'y vais ou j'y Ouais. vais pas, quoi. Ça Ouais. se sent, je pense, dans ma manière d'être. Et j'ai reconnecté au moment où tu me disais ça. J'ai pas fait de la compétition à haut niveau, mais moi, je me suis retrouvée dans un sport quand j'étais gamine. Donc, j'ai démarré par de la danse classique. Donc, le côté un peu masque, un peu Ouais. droit, effectivement. Et après, je me suis retrouvée la seule fille dans une équipe de baseball de mecs. Et Ouais. j'avais souvent cette remarque, genre, ah, ils ont une fille dans leur équipe. Et du coup, j'avais ce masque un peu de l'arrogance de toi, tu vas pas passer la deuxième base, c'est mort. C'était vraiment ce truc-là. Et en fait, du coup, enfin, merci pour le partage, parce que ça m'a fait prendre conscience aussi de pourquoi je me reconnaissais là-dedans et de à quel point est-ce que j'avais mis ce masque-là, je pense, dans des moments Ouais. sportifs. Et comme c'est valorisé dans le sport, ce côté un peu performeur, gagnant, Ouais. à certains endroits, C'est bah, vrai. c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accepté. Et comment j'ai pu l'emporter avec moi par ailleurs. Et je vois aussi à quel point il m'a servi sur ce côté. Bah, en fait, par contre, quand je joue les vannes et que t'es dans mon équipe, là où t'es de mon côté, là, c'est open bar, quoi. Donc, merci pour ça, c'est cool. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui comprennent pas forcément comment on fait pour choisir avec, enfin, tu vois, des choix de foi, tu vois, pour qui ces mots-là c'est compliqué. Est-ce que, genre, sur ton dernier gros choix, quel que soit, si c'est le tennis, mais bref, sur la dernière grosse décision que t'as prise, est-ce que tu arriverais à décrire un peu ce que toi, par quoi t'es passé comme étape, soit dans ton cœur, soit dans ta tête, pour réussir à faire ce choix? Ouais. Je dirais du coup, avec, avec le temps aussi, avec la connaissance de soi, la connexion aussi au corps, je suis capable de le percevoir beaucoup plus longtemps à l'avance. Et du coup, c'est comme si depuis longtemps, je sais qu'il y a un choix à faire. Mais parfois, j'ai la capacité avec ma tête de me projeter, d'avoir la vision, mais le corps, il n'est pas encore prêt. Donc, c'est aussi accepter, bah voilà, il y a un temps aussi ouais, pour maturer le choix. Et il y a pas besoin de faire des choix radicaux. Je pense que c'est ça aussi, de les faire en douceur. Et puis, je dirais, ouais, pour aider quelqu'un qui nous entend, ce serait d'y aller petit à petit, quoi. Ne pas faire un on-off. Encore une fois, on revient à ça, mais parfois, j'accompagne des gens où, tu vois, ils changent leur job, ils divorcent, ils changent de lieu de vie. Enfin, c'est hyper stressant pour le système, hyper dur à vivre. Donc, si j'avais un truc à conseiller, déjà, c'est bah, faites un petit saut, ressentez ce que ça vous fait. Et justement, pour faire grandir cette foi aussi. Ouais, moi, c'est pas ça passe par la connexion aussi à l'invisible, à ce qui nous dépasse, et, euh, et d'être de plus en plus là-dedans, ouais, dans conscience d'y revenir chaque jour, tu vois, avec cette magie qui nous entoure, et c'est tellement bon d'y être que ça donne envie d'y retourner, quoi. Et je pense qu'il y a une sorte de cap à passer aussi là-dedans, où au début, c'est ça, comme tout, c'est inconfortable, un peu comme un sportif qui va courir. Au début, t'es tellement identifié avec ton identité de personne qui ne court pas et que courir, c'est horrible. Et puis d'un coup, en fait,
ça switch. Tu deviens identifié à celui qui court et donc tu as besoin de courir et ne pas courir, c'est horrible. C'est comme je parlais hier avec un sportif que j'accompagnais et il disait, mais pour les sportifs de haut niveau, tu sais, on parle souvent de sortir sa zone de confort, etc. Mais pour un sportif, c'est l'inverse. En fait, sortir sa zone de confort, c'est ne pas aller s'entraîner, quoi. Parce que c'est justement ce qui est inconfortable pour ton ego. Et ton ego, il est très attaché à se dépasser tous les jours et à jamais se reposer, etc. Donc, pour toi, c'est l'inverse. Donc, voilà, je sais pas si c'est clair, mais Non, si, voilà ça ce qui aide dans m'est le venu. sens. T'as le connu, t'as tout l'inconnu qui te donne envie, mais des fois, juste un petit pas peut vraiment aider aussi à Exactement. avancer. Et c'est marrant parce que tu disais à la fois avoir ce truc aussi de regarder ce qui se passe autour, les signaux un peu de l'invisible, etc. Et je repense à ce que tu disais sur ton état interne et ton pouvoir sur ton état interne sur le périph' là, il y a 2 jours. Et c'est Ouais. intéressant de se dire, en fait, la capacité à moduler mon état interne me permet du coup ensuite d'être plus alerte de ce qui se passe autour et d'avoir peut-être un niveau d'information plus important pour pouvoir avancer dans ces décisions-là. Alors qu'en fait, si j'ai pas la capacité de changer mon état interne, en fait, je suis hyper focus sur juste ce qui se passe en moi et je vois rien dans les informations extérieures qui peut m'aider dans mes décisions. Alors qu'il y a sûrement une certaine sagesse à l'extérieur que je m'autorise pas à regarder tellement je suis focus sur comment je me sens et comment je vais, et quel est le petit signal de mon corps, etc. Et que c'est comment tu trouves quand même l'équilibre entre cet état interne sur lequel t'as du pouvoir et l'extérieur sur lequel ben t'as pas de pouvoir à part le pouvoir de regarder ce que t'as envie de voir, quoi. Et Hmm. du coup, comment ça module tout ça, interconnecté, c'est hyper intéressant. Ouais, et prendre conscience à quel point ton état interne aussi va impacter bah, ce que tu vas recevoir à l'extérieur, quoi. Tu vois, et vraiment prendre conscience de ça, quoi. C'est comme, tu vois, c'est facile de se dire, bah voilà, quand mes circonstances extérieures changeront, bah là, ça pourrait aller mieux, tu vois. Et c'est un peu comme si tu étais au ciné et que t'aimes pas le film et du coup tu tentes de taper sur l'écran, tu vois, ou genre et tu regardes dans le miroir, t'as un bouton et tu tapes sur le miroir pour enlever ton bouton. Non, et ton bouton est là, tu vois, donc d'aller changer tes perceptions internes, ton état interne qui fait que bah, naturellement ce que tu projettes va changer, ce que tu vas recevoir aussi, quoi. 100%. Très Mais je bien. pense aussi ouais que par rapport à cette foi, je pense que bah, justement moi c'est venu après un voyage quoi. Le voyage est un merveilleux outil aussi pour ça quoi. Parce que tant que t'es dans la bouteille, tu peux pas voir l'étiquette quoi. Et de sortir de la bouteille et de voir ah ouais tiens en fait je suis là-dedans toute la journée et de sortir de tes conditionnements, c'est tellement puissant. Et je suis curieuse parce que moi, c'est vraiment un truc que j'ai vécu aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le voyage qui fait que ça t'a permis de sortir et de faire quelque chose de différent? Bah tout simplement changer tes habitudes. Changer tes habitudes, ne pas voir les mêmes personnes, découvrir une nouvelle culture, un nouvel égrégore, tu vois, des nouvelles manières de penser. Tu vois, on est tellement aussi influencé euh, par notre environnement en même temps. C'est vrai que c'est aussi, c'est pas one way, quoi. Tu vois, c'est dans les deux sens aussi quand même. Et donc, ouais, ouais, en plus l'Australie, c'est l'autre côté du monde, quoi. Donc, tu vois, tu te dis, en fait, là, il fait jour, mais là-bas, il fait nuit. Donc, tu vois, et c'est quand même, c'est un autre monde, quoi. Et donc, ouais, je dirais que c'est ça. Et c'est un truc que même sans voyager, en fait, on peut déjà le faire. C'est juste en changeant des habitudes, des trucs, des petites addictions qu'on a tous un peu tous les jours et qui nous maintiennent un peu dans le mode automatique. Et tu vois, déjà rien que d'enlever des trucs comme ça te permet de prendre du recul un peu sur qui tu es et puis de voir ouais, tout le champ des possibles, quoi, que le monde est bien plus grand que ton petit patelin, quoi, en fait, tout simplement aussi. Je pense que c'est ça. Et moi, je sais que c'est aussi beaucoup l'avion. L'avion, ça me permet de prendre du recul et puis même de me confronter aussi à la mort. Des fois, je me dis, ah bah là, je pourrais mourir et du coup, j'atterris puis je me dis, mais j'ai une deuxième chance, quoi. Qui est-ce que j'ai envie d'être euh, là pendant mon temps de voyage, tu vois? Puis ça me reconnecte à un truc assez vivant, quoi, finalement. Mm. Trop intéressant. J'avais jamais trop fait ce lien avec l'avion aussi. Et effectivement, il y a un truc assez éthérique, je trouve, dans le côté, ben, en fait, Ouais.
T'as l'impression d'être sur Terre, enfin d'être accroché à quelque chose et t'es en plein dans les airs. Bon, en plus, maintenant, on peut envoyer des messages dans l'avion. Mais Oui, c'est vrai. c'était fou, ça. Mais du coup, le côté... ouais, le côté changement d'identité, il est intéressant aussi là-dedans. Merci. Ouais, et puis même, tu vois, aussi, des fois, c'est en plus, nous, encore plus aussi à Grenoble. Tu sais, des fois, Grenoble, c'est genre la Ouais, cuvette, tu sais. Et genre, tu sais, te dire, non, en fait, il y a des nuages, mais au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Tu vois, ouais. Nous, on a vraiment ça l'avion, parce c'est que des prendre fois, on conscience de regarde ça. Grenoble de là où on est en altitude. Et on se dit, Ouais. putain, on aimerait pas y être parce qu'il y a des nuages, tu vois. Bon, ils ont sûrement plein d'autres choses à vivre là-dessous, mais il y a vraiment cette sensation de... J'avais jamais vu autant de mer de nuages que cette année, depuis qu'on vit dans le Vercors, et qu'il y a vraiment ce truc de... En fait, du coup, réinventes la visibilité. Et pour moi, c'était quelque chose de très associé à être en avion, quoi, et de pouvoir y accéder depuis la Terre et d'être Mm. dans cette sensation de traverser les nuages quand on est en rando et de passer au-dessus et d'être en mode, ok, bah en fait, il y a du soleil. Ça rappelle Ouais. cette image qui est très simple, mais en fait, derrière le brouillard, derrière les nuages, il y a toujours du soleil. Et ça renforce, en fait, encore une fois, ça renforce cette foi, cette croyance. Et moi, j'ai une croyance aussi que la nature nous donne des réponses que on n'a pas ailleurs. Et du coup, bah, en fait, si à chaque fois la nature me montre que derrière les nuages, il y a toujours du soleil, ça renforce aussi ma croyance intérieure qui est bah, derrière le chaos où je vois pas forcément dans le moment l'ordre caché, ben, je vais toujours finalement y accéder. Ça dépend, peut-être, je peux y accéder plus vite en Ouais. marchant la montagne, mais je peux aussi laisser le temps aux nuages de se dissiper et ça reviendra, quoi. Mhm. Carrément. C'est beau. Mhm. Prochaine question. À quel ami perdu de vue penses-tu encore parfois? La première qui m'est venue, elle s'appelle Alizée. On était, mais justement, en parlant de cette fusion, moi, je suis partie de chez moi à 12 ans pour aller en Pôle France, dans le sud, à Bouloris. Donc, j'ai passé une première année avec une fille de mon âge qui était aussi ma rivale. Donc, à l'époque, avec tout aussi l'environnement qui mettait beaucoup de pression, c'était pas forcément évident, on va dire. Et l'année d'après, il y a une américaine, justement, en parlant d'égrégore et puis de mentalité, et qui arrivait avec cette espèce d'exubérance complètement folle. Et elle a réveillé ça aussi chez moi, quoi. Et on avait justement une connexion, on était hyper fusionnels, quoi. Donc c'est vraiment le truc on-off avec elle où j'étais vraiment. Ouais, on était hyper fusionnels, quoi. On parlait jusqu'à 2 heures du mat, on faisait des conneries, enfin, toutes relatives quand même, mais voilà, quoi. Enfin, en fait, on est, on avait un CREP, ça s'appelle, c'est un centre régional, et du coup, on était genre juste au bord de la mer. Et, euh, et du coup, bah, forcément, quand t'as 12-13 ans, bah, t'as pas le droit d'aller dans la mer tout seul et tout. Et tous les gens de ce CREPS-là, bah, c'était, voilà, c'était acquis, on n'a pas le droit d'aller à la mer. Alors qu'on était, en fait, juste à côté, et moi, j'avais passé un an, du coup, sans me poser la question, bah, j'ai le droit d'aller à la plage, alors que c'était vraiment à 5 minutes à pied de ma chambre, quoi, la plage. On avait la vue et tout sur la mer, c'était chouette. Et puis avec elle, en fait, tout était possible. En fait, non, on a envie d'y aller. Donc on, on faisait le mur, on allait se baigner et tout le soir. Et puis, ouais, donc voilà, cette ouverture du champ des possibles avec elle. Donc je pense à elle quand je pense à une amie un peu perdue de vue. Après, je suis sûre que si on se revoyait, ce serait comme si on s'était pas vu depuis une semaine, quoi. Mais, euh, mais voilà, à qui j'ai pensé en premier. Trop chouette. Mm. C'est marrant, en plus, on parlait nature juste avant, et ce prénom, quand même, qui est très lié au vent et à la nature, quoi. Donc, ce vent nouveau et cette Oui, alizée, je trouve ça très t'as beau. raison, j'avais jamais fait le lien. Ouais, carrément. Quel est le moment où tu t'es sentie la plus connectée avec quelqu'un spirituellement? Spirituellement. Hmm. Euh, ouais,
j'ai une première réponse qui m'est venue, donc avec vraiment, encore une fois, une relation très, très fusionnelle avec quelqu'un où tu te sens vraiment comme deux âmes sœurs. Tu te dis, mais toi, on s'est vu avant, c'est pas possible, tu vois. Ouais, voilà. Donc, ouais, avec cette personne où vraiment où tu dis un truc en même temps que l'autre, tu fais le même geste en même temps que l'autre. Enfin, ouais, où t'as l'impression d'être deux âmes sœurs, quoi. Sinon, j'ai avec ma sœur, je pense qu'il y a aussi un truc avec les frères et sœurs où ouais, même si on se parle moins aujourd'hui, on est toujours très connectés. Et si on va jouer, tu sais, au jeu, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, où tu mets un post-it, genre, on n'a même pas, on est en train d'écrire le truc, je vois pas évidemment, et moi je peux deviner ce qu'elle est en train d'écrire, et elle aussi, enfin, sans poser une seule question, dire, ah, mais tu m'as écrit ça? Ouais, ok. Enfin, C'est nul du coup quand vous y jouez. Ouais, c'est complètement naze, du coup, faut pas jouer avec ma sœur et moi à ça. Donc, ouais, une grande connexion comme ça. Tu te dis, mais d'où ça vient? Et ça a aussi été une porte d'entrée vers l'intuition pour moi et de me connecter à ça ou des trucs qui font aucun sens rationnellement, mais en fait, tu dis un mot et c'est ça, en fait. Donc, ouais, j'ai eu des relations comme ça, des connexions fortes qui ont été une porte d'ouverture aussi pour moi, me connecter à ma propre intuition. Et non, ouais, après, on parlait aussi pour faire le lien avec le côté synchronicité aussi, puis connexion à l'invisible, ou des fois des personnes que je ne connais pas, euh, à qui je me dis, ah tiens, j'aimerais bien la rencontrer cette personne-là. Et genre, une semaine après, je la croise, quoi, à Paris. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois récemment. Et ouais, du coup, c'est aussi ce genre de choses qui renforcent cette foi. Il y a vraiment, tu vois, parfois une intrication énergétique des choses qui sont assez fascinantes. Et quand tu mets le doigt dedans, tu as envie d'en savoir plus et tu as envie de créer de plus en plus ce genre de moment. Donc, ouais, il y a des trucs comme ça qui me sont arrivés pas mal récemment, ou même, tu vois, je me rappelle quand j'ai sorti mon livre de me dire I believe something wonderful is gonna happen to me today. Et puis de tomber sur ma chanteuse préférée après dans la rue, lui donner mon livre, hein, des trucs comme ça de fou, quoi. Pareil pour un réalisateur d'un film là, récemment que j'ai vu, j'ai fait ah tiens, j'aimerais bien le rencontrer ce mec-là. Juste avant de partir en Australie, je vais être sur la patinoire à Paris au Grand Palais. Et je sais pas, il y a genre 400 personnes. Enfin, le mec n'habite même pas à Paris en plus, et je tombe sur lui direct et je fais mais what, c'est fou, quoi. Donc pas mal de trucs comme ça qui qui me sont arrivés. Donc ça me donne envie justement de, de nourrir encore plus cette foi et cette connexion spirituelle, quoi. Et t'as osé Et lui vous? parler Ouais. excuse-moi. T'as osé lui parler au Oui. réalisateur ou pas? Ouais, bien sûr, je lui ai parlé, je lui ai dit j'adore ton film. En plus, je voulais lui poser une question parce que c'est un jeune réalisateur, un mec qui a 25 ans et qui a fait un film sur un sujet assez pas évident, hein, un film assez profond sur les disparitions volontaires. Donc il voulait justement changer le prisme, et il y avait une phrase à la fin super belle où la juge d'instruction, je crois, qui dit parce que du coup c'est une femme qui abandonne ses enfants à sa sœur, et la juge à la fin, parce que la sœur ne comprend pas du coup comment on peut faire ça, et à la fin elle dit mais est-ce que vous pouvez rien qu'envisager qu'elle a pu faire ça par amour, en fait, pour ses enfants. Et je trouvais ça super beau. Et je me dis, waouh, c'est un mec de 25 ans qui a fait ce film et tout, énorme. J'aimerais bien lui parler. Puis je lui ai demandé d'où ça venait, etc. Donc ouais, je lui ai parlé. C'est vrai que je me considère comme timide, mais sur des trucs comme ça, c'est vrai que les gens me disent, ah oui, tu as parlé et tout, mais énorme. Donc quand c'est vraiment important pour soi, on a l'énergie, quoi. Ouais, et puis il y a un peu ce côté opportunité. Enfin, tu vois, t'as ce truc, c'est tellement magique, Oui. cette synchronicité, que tu te dis, Bah en fait, oui. si je la saisis pas maintenant, Bah j'aurai oui. pas d'autres opportunités. Donc, en tout cas, Mais bien sûr. ça saisit le truc, quoi. Ouais, c'est une évidence. Et vous, alors, là, j'ai envie de vous retourner la question sur la connexion spirituelle. Tu commences. Ouais, carrément. Je te rejoins déjà sur ça. Moi, je le vois pas je me vois pas forcément l'avoir vécu sur des gens avec soit de la fame, soit une renommée publique. Mais par contre, je sais que ça m'arrive vraiment des fois où et je le partage. Genre, je pense à des personnes que j'accompagne, soit dont j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment ou autre.
Et genre, bah, ça fait 6 mois, 1 an, et je pense à elle et je me mets un petit mémo dans mon agenda, genre 24 ou 48 heures plus tard, en mode tiens, dans ma to-do, Ouais, recontacter machin, et j'ai un message de la personne entre-temps. Et du coup, je ouais, trouve ça c'est toujours ouf. fou, je sais jamais si c'est ma pensée qui, sous une forme, a résonné chez la personne, et donc du coup, ça a créé un message, ou si j'avais pré-shot le message sous une forme et ressenti quelque chose que la personne commençait à penser, et j'aime trop Oui, me questionner sur l'œuf ou la poule, tu vois, dans ce côté de connexion de qui a démarré. Mais j'aime trop cette sensation et je la trouve dingue. Et en tout cas, pour des gens qui accompagnent, de connecter, pas depuis un espace de manque, mais vraiment depuis un espace d'intérêt, d'amour, et je pense que quelqu'un de needy qui voudrait rencontrer sa superstar, ça n'arrivera pas, ce truc de hasard. Par contre, depuis un espace centré Tr- je serais curieuse de voir ce que ça donne si je rencontrais cette personne. C'est ce qui fait aussi que c'est possible pour toi, tu vois, dans ces espaces-là. En tout cas, ouais, effectivement, il y a une connexion un peu de l'au-delà. Je pense que les connexions dont tu parlais sur le côté dire la même chose, nous, on le vit souvent, on l'a vécu même quand on vivait notre relation plus à distance. Et donc, du coup, il y avait un peu un truc fou quand t'es pas dans la même pièce, parce que j'ai aussi cette croyance que des fois, quand t'es dans la même pièce, il y a des influences contextuelles, alors que quand t'es pas dans la même pièce, ben ouais, ça joue. Tu vois, tu parlais des jeux et je pense que dans votre sororité, il y a un lien très profond, mais des fois, les jeux où effectivement tu dois citer des choses, j'ai l'impression que il suffit qu'il y ait un miroir ou un tableau dans la pièce et qu'en fait, c'est juste une suite logique un peu engrammée qui fait que on est influencé par ça, tu vois, et que bah, là, il y a une paire de skis, donc du coup, si on doit trouver une personne connue, je vais peut-être oui, trouver plus facilement le nom d'un truc qui est lié à du ski. ouais, Mais la distance, je trouve que c'est impressionnant. ouais, ouais, Mais je connecte pas avec le côté spirituel. En tout cas, je connecte avec le côté peut-être beauté de l'amour et de l'unité de l'humanité, tu vois, sur un truc de lien. Mais je le connecte pas forcément à l'esprit. Je le connecte peut-être plus ouais, à l'amour qui nous relie, à la force d'un lien presque unique. Sur ouais, le côté spirituel, j'ai l'impression que moi, les choses qui me sont venues, la première, c'est la première fois que je me fais tatouer en Thaïlande dans un temple. Et il y a une espèce de connexion spirituelle avec ce qui se passe à ce moment-là, alors que factuellement, rationnellement, tu vois, le moine ne me touche pas parce que je suis une femme. En tout cas, il a des gants en latex pour éviter de me toucher, mais pas pour l'hygiène du tatouage, tu vois, mais pour éviter de me toucher parce que je suis une femme. Et en même temps, il y a une connexion profonde dans ses yeux que je vois. Où je me sens profondément vue et il y a un truc de t'es plus un humain, lui non plus, et c'est juste les esprits qui se croisent. Et la deuxième personne, en tout cas, que je considère comme une personne, mais qui ne le sera pas pour plein de gens, c'est mon chien Hector. Je pense qu'il y a une connexion spirituelle très forte avec lui. Et ouais, c'est le deuxième qui m'est venu en mode euh, c'est dans les processus de deuil ou autres où j'ai vraiment vu son esprit plus que son être physique de façon très forte, tu vois, où il y a eu plein de signaux tout de suite après son décès. Et genre, en mode, je pouvais pas nier que son esprit était présent sous une forme mhm, physique différente et que son être n'était pas juste son petit corps animal, quoi, mais vraiment, bah, il y avait un esprit qui était là et je pense que ça m'a réitéré la foi de on est plus que ce qu'on est vraiment, quoi. C'est beau. Et du coup, moi, pareil, tu vois, je pense que les premières choses qui me sont venues, c'est plutôt des connexions amoureuses que spirituelles. Alors, je sais pas si c'est la même chose, mais pour moi, non. Du coup, pareil, tu vois, des gens, des moments en amoureuse, des moments avec des gens que j'aime et tout. Mais en fait, je pense que si vraiment je pense à la spiritualité dans ma définition à moi, c'est plus des moments connectés avec de la musique. Donc, soit pendant des concerts, où j'étais avec des gens que mhm, j'aime et du coup, tu vois, partager un moment vraiment unique ouais, et pour moi spirituel. Et aussi avec mon meilleur ami avec qui on fait souvent de la musique, on faisait souvent de la musique plutôt parce que du coup maintenant on est à distance, mais et du coup souvent on allait sous des ponts parce que j'aime bien les endroits où il y a de la réverb, où ça fait des échos comme ça de me voix, et on se ah mettait les ouais, deux sous des ponts et on chantait. Et je pense que vraiment c'est des moments vraiment de spiritualité pour moi. En tout cas c'est comme ça que je vis ma spiritualité, donc plutôt dans la musique. mhm, Euh, voilà. top, Next one. yeah.
On va revenir un peu plus en surface. Quel est le souvenir le plus drôle que tu aies partagé avec quelqu'un? Les souvenirs le plus drôle que j'ai partagé avec quelqu'un. Qu'est-ce qui me vient? Rien. Vous en avez un, vous? Ouais, on en a plein, ouais. En fait, moi, j'ai une association de... J'ai souvent la même image qui vient quand je fais des scènes, tu sais, où la partie... Quand tu fais des visualisations, Ouais. détermination, nanana, et joie, rire, enfin, tu sais, l'énergie du rire, et j'ai Ouais. toujours la même image. On redescend à une bassesse, mais c'est bien. Autant de spiritualité que de bassesse de l'humain. Voilà. Qui un jour à Cannes, on est en séminaire avec Julien, avec des entrepreneurs, nanana, et tout. Puis après, le séminaire se termine et je passe 2 jours de plus à Cannes avec mon ex-compagnon. Et on est dans la rue et on suit un petit couple de vieux. Et au départ, je les trouve très mignons. Et en fait, le petit vieux lâche une caisse incroyable qui dure vraiment plusieurs secondes. Et je me tape le fou rire de ma life. Vraiment, je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis obligée de changer de trottoir, de m'asseoir par terre. Je suis éclatée de rire comme une enfant de 4 ans sur un prout. Et vraiment, je crois que ce souvenir-là me revient très facilement parce que c'est un fou rire qui dure très longtemps. Donc, celui-là, voilà. Moi, les proutes me font beaucoup rire. Voilà, je suis dans cette équipe. Très bas. Mais sinon, je pense que j'en ai beaucoup aussi... J'en ai beaucoup aussi dans le côté tragicomique, quoi. Le côté... c'est tellement interdit de rire à un moment donné que si je trouve un pote... Tu vois, genre Julien, ça peut être le genre de personne avec qui je vais avoir cette proximité de s'autoriser à rire du tragique. Et je pense que tu vois du genre de situation. Bien sûr. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de moments. Mais j'en ai pas un spécifique qui me revient. Mais par contre, je pense que des moments très très drôles où c'était un peu interdit de rire, je crois que c'est les moments que je préfère. Et là, tu vois, il y a une forme d'interdit dans le truc. Oui, c'est très gamin de rire d'un prout, mais il y a un truc qui est dans l'opposition, genre vraiment, oh, ils sont trop mignons. Et là, la mignonitude s'évapore en quelques secondes, quoi. Donc, ouais, Tu t'es fait rééquilibrer direct. Ouais, c'est ça. Je crois que le rééquilibre me fait encore plus rire, quoi. C'est à moi. T'en as, toi? Moi, j'en ai des tonnes, mais bon. Déjà, quand même, pour l'anecdote du prout, en vrai, hier, on s'est marré suite à une vidéo avec un chien qui pète, donc ça, je pense vraiment que le prout, c'est quand même un running gag dans notre vie. Mais sinon, le souvenir le plus drôle de ma vie, je pense, c'est avec ma pote Nathalie. Et genre, elle prépare une soirée et... c'était quoi le thème? C'était... je sais plus le nom du thème de soirée, mais en gros, c'est les trucs interdits, quoi, justement. Blasphème, c'est ça. Le nom de la soirée, c'est Blasphème et c'est une soirée déguisée. Du coup, on est chez moi et on prépare les déguisements et elle se déguise en Jesus, donc Jésus, mais un peu porté sur la sexualité. Et elle est en train de faire une petite couronne avec des petites bites comme ça, donc elle prend du fil de fer et elle fait une couronne en forme de bite. Et en même temps, je sais plus, on est en train de peindre des trucs, enfin bref, on fait des vrais déguisements stylés quand même. Parce que du coup, c'est une couronne de pin, voilà, pour la petite anecdote. Et en fait, ça part vraiment en sucette et je sais pas, en fait, on passe des minutes, enfin ouais, des très très longues minutes à se marrer. J'ai mal aux abdos, j'ai mal aux mâchoires. Et c'est vraiment débile. Et c'est avec elle que j'ai eu les plus gros fous rires de ma vie, je pense. Pareil, parce que c'était mon ostéo à l'époque. Et du coup, en séance d'ostéo, elle me mettait dans des positions pas possibles et on se marrait pendant des heures. Et en fait, je ressortais, c'est une excellente ostéo, donc c'est pas le sujet. Mais je pense juste la thérapie par le rire, moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que de plus en plus, je cherche ça. Et tu vois, hier soir, on se matait un document, enfin, une vidéo de spectacle de Jay du Temple. C'est un humoriste, un ultra humoriste parce qu'il fait de l'ultra aussi, canadien, québécois. Et en fait, moi j'aime trop me marrer en ce moment, quoi. Vraiment, je recherche ça, je sens que ça me fait beaucoup de bien et je pense que j'ai été pas mal dans l'identité de l'intello, de la meuf sérieuse et tout, et que ça me fait du bien de réintégrer les parts teubées chez moi, quoi. Ouais, je vois. Mais moi aussi, j'ai l'impression d'en avoir plein, mais j'en ai pas eu un qui me soit venu où je m'en rappelle. Mais si, j'en ai un petit. Bon, je sors du coup du caca prout, du coup. Désolée. Merci. Enfin, une pour relever le niveau. Non, mais ce qui m'est venu, c'était
Justement, dans cette période-là, entre 12 et 15 ans, quand j'étais dans le sud, j'allais souvent, parce que du coup, on était à Saint-Raphaël, donc à côté, pas loin de l'Italie. On avait plein de tournois en Italie. Et donc, j'allais souvent avec mon entraîneur, avec qui j'avais une grande connexion et tout. Et il y avait, je me rappelle, cette route qu'on prenait il y avait genre 130 tunnels, j'avais compté et tout. Et une fois, on remonte de Rome, je me souviens, donc il y avait peut-être 7 heures, 7 heures de route et tout. Et puis c'était à l'époque, il n'y en avait pas encore les iPods et tout, c'était les CD. En tout cas, lui, dans sa voiture, il avait des CD. Et puis on arrive au bout d'un CD et tout, puis on regarde dans la boîte à gants, ok, qu'est-ce qui reste comme CD et tout. Et puis là, on sort un truc, c'était son fils qui avait dû mettre un CD de Christophe Maé et tout. Et donc il met le CD dans le truc et tout, et puis ben là il y a une chanson qui passe, donc Belle Demoiselle, des trucs comme ça, tu vois. Et puis je me souviens à un moment donné, on était comme ça, silence, tu vois, on écoute la musique, on est sur l'autoroute. Et là, le mec, sans rien dire, il appuie sur Eject, il baisse la fenêtre, il prend le CD comme ça, tchac, il remonte la fenêtre, comme ça, mais t'es genre stoïque. Et là, moi, je prends un fou rire et tout. J'en pouvais plus. Donc, ouais. C'est chaud musicaux radicaux, quoi. Ah ouais, c'était ça. Mais tu sais, genre, sans rien dire, c'était ça le plus drôle, quoi. Le mec balance le CD. Bon, du coup, désolé pour la nature, là, maintenant, cette fois-ci, mais ouais, c'était très, très drôle. Voilà, ce qui m'est venu. Trop bien. Merci de remonter un petit peu le niveau du podcast. Prochaine question. Y a-t-il un baiser qui se démarque particulièrement dans tes souvenirs? Qu'avait-il de spécial? Un baiser particulier dans mes souvenirs. Ouais, les premiers bisous, hein, souvent. Les premiers bisous. Ouais, je sais pas si... Les premiers bisous, genre les premiers quand t'es jeune ou les premiers d'une relation? Les premiers d'une relation. Et aussi quand je suis jeune aussi, hein, remarque, t'as raison. T'as raison, ouais, je me rappelle un premier bisou chez un garçon de ma classe où il avait mis la petite lumière rouge et tout, le truc bien romantique, ça je me rappelle. Des booms aussi sur James Blunt et tout, ouais. Ça, c'est quelque chose. Et puis, ouais, les premiers bisous d'une relation, pour moi, ouais, c'est surtout ceux-là dont je me rappelle et qui sont spéciaux. Ouais. Que peux-tu faire pour toi aujourd'hui, même si tu n'en as pas envie, pour rendre ton futur toi heureuse? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, aujourd'hui, même si j'en ai pas envie. Arrêter de manger une Nutella. Est-ce que ça rendra vraiment ton futur toi heureux, ça? Ben, ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'il se sentirait un peu plus léger des fois. En tout cas, quelle part de ton futur toi ça rendrait heureux? De manger mon Nutella? D'arrêter de manger ton Nutella. La part qui a envie d'aller courir. La part traileuse de moi. Non, je dis ça. En vrai, j'en mange beaucoup moins qu'avant. Mais hier, j'en ai mangé. Mais du coup, ouais, tu te sens quand même un peu lourd après. Et si tu le manges après avoir couru, ça passe, du coup? Ah, mais après avoir couru, j'en ai moins envie. Tu sais, c'est dans notre mood Ouais. quand t'as couru, tu vois. Ouais. Ouais. L'effet de compensation morale. Ouais. Ça dépend. Ah, je l'ai plus tard. Ouais, je l'ai plus tard. Vous l'avez, vous? C'est parce que c'est John qui parle souvent de ça. Il dit, ouais, quand t'es fier, machin, après tu veux faire un truc pour te ramener à l'humilité avec la honte. Ouais, pour ceux qui captent pas, c'est genre, ouais, j'ai été à la salle de sport, du coup, je peux me faire un fast-food ou un truc. Et du coup, en fait, parce que j'ai fait un effort, j'ai un effet moral de compensation qui fait que je m'autorise un excès. Et donc, du coup, en fait, je suis juste en train de balancer. Je sais pas si j'ai ça, mais moi, j'ai des envies cheloues après avoir couru longtemps. Genre vraiment le coca, j'en bois pas du tout dans la vie de tous les jours et je sais pas, mais je comprends vraiment pourquoi il y en a au ravito de la fin d'une course, quoi. Je suis là, j'ai trop envie d'un coca et vraiment les 5 dernières bornes, je suis là, putain, quand est-ce que je vais boire un coca? Les chips, j'aime bien dans le quotidien, je suis une grande fan de chips sel vinaigre,
Mais je crois qu'après une course, il y a un truc. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc physiologique. J'ai perdu beaucoup de minéraux et c'est quand même une stratégie pour récupérer beaucoup de sel rapidement, quoi. Donc, je vois aussi le côté physiologique de l'envie. Ça va être très déculpabilisant pour les amateurs de Shield. Ça, vous pouvez dire, c'est pour récupérer mes sels minéraux. Non, mais tu vois, vraiment, il y a ce truc de. Je sens que j'ai envie d'un truc très salé, quoi. Bière, chips, très bon pour la récup. Et en vrai, blague à part, c'est vraiment un truc où quand j'ai des clients en accompagnement et qui se jugent pour avoir des kinks sur un type de bouffe spécifique, je suis toujours en mode, on va quand même vérifier qu'il n'y a pas des carences, tu vois, juste au cas où. En tout cas, c'est quoi la symbolique de l'aliment et aussi, qu'est-ce que cet aliment t'apporte naturellement que tu as peut-être en carence par ailleurs. Et je pense que des fois, on n'est pas attiré dans nos compulsions de manière anodine et en tout cas je suis pas sûre qu'il y ait un effet forcément déculpabilisant, mais en tout cas moi ça me questionne et à chaque fois je suis en mode en fait juste c'est clair que je suis pas ouf sur mes électrolytes quand je cours, quoi, et que peut-être que demain si je rééquilibre un peu mieux mes électrolytes quand je cours, les chips passeront un peu plus à la trappe, quoi. Mais après ça, je pense que ça dépend vraiment de la course et ça dépend de l'état de mon estomac après la course. Il y a des fois où je vais manger sans problème et il y a des fois où c'est en mode non, il y a rien qui passe. Et puis ça dépend aussi du type de ravito. Tu vois, quand on a couru en Suisse avec Julien et qu'il te propose une raclette après, je suis pas rentrée dans la salle, tu vois. J'étais en mode non, sans façon, ça va aller. On va rentrer, je vais bouffer des barres de céréales, ça ira très bien, tu vois. Donc je pense que ça dépend de l'ambiance. En tout cas, moi, c'était pas ma cam à ce moment-là, quoi. Une bonne raclette. On en fait une ce soir, hein, donc vraiment, c'est pas anti-raclette, c'est juste peut-être pas après 6 heures de course, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour moi, quoi. Un bon petit ail des ours. Moi, j'ai l'impression que le côté... ce que décrit John, c'est plus si, du coup, t'es pas aligné dans ta pratique sportive, non ? Dans ton effort. Après, c'est pas forcément la pratique sportive. En tout cas, si tu le fais depuis un espace de fierté, tu vas avoir besoin de compenser... ou si tu le fais depuis un espace de honte, pardon, tu vas avoir besoin de compenser de l'autre côté. Moi, je sais que c'est pas... Par exemple, avec le tennis... c'était beaucoup plus en lien avec la douleur, tout simplement. Je percevais de la douleur, donc j'avais besoin de compenser avec le plaisir. D'ailleurs, là, justement, je parle de Nutella, mais depuis que j'ai arrêté le tennis, j'avais beaucoup moins envie de plus manger, etc. Et plein de gens, parce que quand même, je suis assez gourmande depuis petite, et plein de gens me disaient mais quand tu vas arrêter le tennis, mais comment tu vas faire ? T'es tellement gourmande, etc. Tu vois. Et je me dis, ouais, merde, du coup, ça veut dire que je vais prendre du poids. Mais en fait, non, c'était l'inverse. Quand j'ai arrêté, j'avais beaucoup moins d'envie de manger, quoi, tout simplement, parce que j'avais pas de douleur à compenser, tout simplement. Et pour revenir à la question, il y a une autre réponse qui me vient aussi sur le futur moi, c'est écrire. Ouais. Là, je suis dans, à nouveau, la phase un peu, comme tu disais au début, de projet de livre. Et au début, ça peut être tellement submergent. Parce que j'ai un doc avec 1000 idées, tu te dis mais comment je vais assembler tout ça. Enfin, tu sais, quand tu lis un livre, je trouve à la fin tu te dis c'est fluide, la personne elle a écrit comme ça, mais non, c'est tellement un bordel à écrire. Et donc c'est ça, je pense le futur moi, elle serait heureuse aussi d'écrire un deuxième livre, et à chaque fois les retours sont tellement touchants quand t'oses faire les choses avec le cœur, quoi. Avec ce premier livre, c'était vraiment, ça a dépassé toutes mes attentes, quoi. Donc ce serait ça, je pense, m'autoriser à écrire un deuxième livre et qui serait peut-être encore plus intime mais encore plus universel aussi. Donc voilà. Trop bien, et je rebondis là-dessus parce que du coup on va passer à nos 2 dernières questions rituelles de vue, mais avant ça, tu viens de nous teaser un peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on peut venir vers toi, qui est Mathilde Ermitano ? Oh, c'est une grande question, ça. Qui est Mathilde ? Vous avez 3 heures. En tout cas, peut-être pour les personnes qui seraient curieuses de ce que tu fais dans ce monde, en fait. C'est quoi ta mission ? Comment tu l'as fait ? Ouais, donc moi, comme je l'ai un peu dit, je suis une ancienne joueuse de tennis pro. Et du coup, j'ai arrêté ma carrière il y a 6 ans maintenant. Et depuis, en fait, j'ai découvert donc la De Martini méthode à la fin de ma carrière, ce qui m'a aussi aidé à arrêter. Et je me suis dit, mais
je ne peux pas ne pas partager ça. Donc j'ai voulu me former à fond là-dedans, me former aussi à d'autres méthodes. Et donc aujourd'hui, j'accompagne principalement sportifs, entrepreneurs et artistes à libérer leur potentiel et à se réaliser pleinement dans leur vie. Donc voilà, donc je fais du coaching et aussi, donc comme Louisa le disait, j'écris. J'écris, donc voilà, là j'écris mon deuxième livre en ce moment. Et puis voilà, donc, et puis cette année, là, je voyage beaucoup aussi avec des joueurs de tennis sur les tournois. Donc ça me nourrit aussi beaucoup. Donc voilà un peu mon quotidien en ce moment, de ce que je fais. Et où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais et ton premier livre? Alors, mon premier livre, il est dispo Amazon, Fnac et puis dans vos librairies aussi. Ça s'appelle Au-delà du jeu. Parce que Merci. tu l'as pas précisé, Oui, mais t'as si raison, vous cherchez, t'as ça s'appelle raison. Au-delà du jeu. Ouais, au-delà du J-E jeu, et J-E-U, parce que on a dit qu'on aimait les jeux de mots. bien sûr. Ouais, il y a ce côté au-delà du jeu, parce que le tennis, c'est un sport aussi très, très solitaire, très centré sur soi. Et au-delà du jeu, parce que c'est, voilà, au-delà du sport. Qu'est-ce que j'ai traversé en tant que femme et qu'est-ce que ça m'a fait réaliser aussi en tant que personne. Et donc, c'est un livre qui parle aussi de comment, on va dire, réussir sans souffrir, comment se réaliser sans sacrifier son bien-être et comment avancer en étant au plus près de soi et connecté à son cœur, quoi. Voilà. Et je rebondis là-dessus Ouais. avant que tu nous donnes où est-ce qu'on peut te trouver. Vraiment, je le recommande à tous les gens, même non sportifs, parce que je pense qu'effectivement, on peut se dire, ah, Ouais. mais du coup, c'est une carrière de sportive, et moi, je me sens pas du tout concernée. Alors, Ouais. je le recommande évidemment à tous les sportifs, mais aussi à tous les non-sportifs, parce qu'il y a vraiment plein de manières de voir, et moi, j'ai reconnu peut-être la performeur en moi dans ma carrière professionnelle, dans la recherche de statut à un moment donné. Et je pense qu'on peut se retrouver dans plein de choses et on a tous une part performeur qui a du mal des fois à trouver ses repères. Et ça peut être s'exprimer dans la parentalité. Enfin, il y a plein de manières d'être performeur et je trouve que tu as rendu le message très universel au-delà du sport, donc je le recommande vivement. Yes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathilde, si on veut échanger avec toi? Ouais, du coup, sur mon site web, donc mathilde@armitano.com. Instagram, LinkedIn aussi, Mathilde Armitano. Donc voilà. Et ouais, merci beaucoup Louisa de dire ça, parce que c'est vrai que j'avais à cœur que ce soit pas un livre autobiographique, mais d'abord un livre pour partager un message et de me servir de ce que j'ai vécu pour appuyer mon propos. Mais c'est vrai que le sport et puis d'autant plus le tennis, c'est une belle métaphore de la vie. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup ce retour-là qui parlait aux gens, même non sportifs, même pas forcément performeurs, mais ils parlent de comment on se construit et comment on peut dévier un peu de notre voie et comment s'y reconnecter avec voilà. Trop bien. Et ça fait le lien avec du coup la première des questions rituelles, qui est celle de notre invitée précédente, qui est Célia Rosello, qui a été très inspirée par ton livre. Et du coup, je lui ai pas dit tout de suite que ça allait être pour toi la question, mais je lui ai dit juste après, donc elle était trop contente que ça te soit destiné. Sa question, c'est qu'est-ce que tu kiffes profondément? Qu'est-ce que je kiffe profondément? Je kiffe profondément apprendre sur l'être humain. Je kiffe profondément être en connexion profonde avec les gens que j'aime. Je kiffe voyager, je kiffe la nourriture, je kiffe je kiffe la vie, ouais, tout simplement. Mais ouais, disons que c'est mes valeurs hautes là que je viens de décrire un petit peu. C'était ça derrière sa question. Elle disait, en fait, elle aime poser cette question parce que ça révèle vraiment les gens et qu'est-ce qui est important pour eux en quelques mots, quoi. Donc, ouais. Merci pour ça. Et autre question rituelle, pendant cette discussion, quand est-ce que tu t'es sentie la plus vue et pourquoi? Quand est-ce que je me suis sentie la plus vue? Je pense que c'était au début, mais j'ai du mal à me rappeler. J'étais tellement dans le moment aussi, tu vois. Mais
Euh, Ouais, quand j'ai parlé des relations et du côté on-off, du côté fusionnel et du côté assez intime de ce qui se joue en moi, de cet amour, de passer de euh, je veux être aimé à je suis déjà l'amour, quoi, en fait. Ça, c'est un des messages qui m'a le plus transformé, que je partage aussi dans le livre. Et ouais, je suis heureuse de le partager aussi ici. Et je me suis sentie vue à travers vous, en voyant que ça résonnait aussi en vous. Puis ouais, au-delà de ça, toute cette discussion, je me sens profondément vue. Et ouais, je pense que c'est précieux ces espaces, encore une fois, je vous le redis. C'est vrai que parfois, moi-même, dans mon quotidien, je peux être comme dans notre petit monde, en fait, déconnecté un peu du reste du monde, tout simplement. Et j'ai eu, là récemment, en voyageant aussi, et avec différentes expériences, d'être plus revenir sur les grands chelems, sur les tournois de tennis, où ça peut être un truc un peu plus très performant, très, justement, ce que je disais au début, très statut, très réussite, etc. Et d'avoir des interactions avec des gens où je me dis, mais ça existe encore, en fait. Et en fait, je suis tellement déconnectée ça dans ma réalité, dans mon quotidien. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que parfois d'avoir des interactions qui sont pas du tout agréables te permettent d'apprécier celles-ci et de les valoriser encore plus, tout simplement. Pareil, des fois, je me coupe souvent des news et de la violence. Et j'aime pas ça. Et pour autant, parfois, je vois que le fait de m'y confronter parfois à petite dose m'aide à apprécier encore plus la beauté d'où je vis, la beauté la chance que j'ai de vivre dans cet état-là, d'avoir accès aux connaissances auxquelles j'ai accès, etc., et de les revaloriser. Donc parfois, un petit peu de poisson, voilà, ça fait du bien. Principe de leur le messe. message. Ouais, c'est ça. on en parle souvent de ce truc de leur messe, tu vois, parce que on sent qu'on a une vie très privilégiée et des fois, quand tu vis à la campagne, que c'est calme, etc., dès que tu retournes en ville, c'est presque un sujet, quoi. Et du coup, des fois, c'est consciemment, c'est de se dire, vas-y, on va mettre un petit peu de difficulté perçue pour pas non plus perdre cette résilience-là, parce qu'en fait, moins tu le fais, plus c'est difficile, moins tu as envie de le faire, et après tu te retrouves effectivement dans un truc un peu, soit de se retrouver un peu ostracisé, soit dans cet entre-soi, et du coup tu n'es plus, c'est difficile d'accéder à cet espace d'amour si tu ne comprends plus l'autre non plus, et si tu comprends plus d'où il vient, et si tu comprends plus où il se trouve, et bien sûr que des fois il y a des choses très très loin qui sont difficiles à capter, mais je trouve que c'est assez juste d'avoir ce truc d'un peu de poison fait aussi la force derrière, quoi. Trop bien. À ton tour de poser une question. Quelle question aimerais-tu poser à la prochaine personne qui passera au micro de Vue? Et indice, ce seront 2 personnes, 2 femmes. Voilà, si jamais ça peut. Deux femmes. Ok, intéressant. Qui serais-tu si tu n'avais pas peur? Que ferais-tu aussi, on peut décliner, si tu n'avais pas peur? Ouais. Trop bien. Et si les personnes qui nous écoutent pouvaient repartir avec une idée, un insight, un mantra, quelque chose qui t'a touché récemment, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur partager? Le mantra, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, moi je sais que le mantra qui m'accompagne, c'est vraiment ce que je viens de dire, de passer de cet espace en soi qui est en manque d'amour, justement, notre ego qui se sent séparé du tout, à un espace qui reconnaît que j'ai déjà tout, que je suis déjà aimée, et que passer d'un espace qui donne plutôt que d'un espace qui cherche à prendre. Donc c'est ça, ouais. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle From being in love, dans le sens d'être amoureux, to being in love, d'être vraiment dans l'amour, quoi. Et ça, c'est une phrase qui me parle profondément. Et ça fait lien, encore une fois, avec, je pense que c'était le thème aujourd'hui, de passer d'être amoureux et
et de mettre mon amour dans une personne. Mais du coup, si cette personne part, j'ai l'impression d'avoir perdu l'amour, d'avoir perdu une partie de moi, plutôt que non, en fait, je suis l'amour, et mon amour, il va changer de forme, il va parfois se poser là, parfois là, et justement d'être capable d'être de plus en plus fluide avec ça. Et réaliser, ouais, que t'as peut-être perdu une personne, mais t'as pas perdu l'amour, et l'autre était un catalyseur pour faire émerger cet amour qui était en toi et qui a toujours été là et qui sera toujours là. Donc ça me fait du bien à entendre, surtout dans les périodes de rupture aussi amoureuse. Ça peut vraiment libérer, de réaliser ça. Ouais. Merci pour cette sagesse. Moi, j'ai vraiment kiffé notre échange. Je voulais te remercier de notre part, de ma part, pour ton cœur, ta transparence, ta vulnérabilité, ta sagesse, ton rire aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui te définit beaucoup. En tout cas, chez moi, je trouve que tu incarnes vraiment la sagesse qui a aussi une incarnation très, très drôle. Donc, merci pour ça. J'ai trop kiffé la profondeur de cet échange. Si vous avez aussi, autant que moi et autant que nous, kiffé ce moment avec Mathilde, que vous aimeriez en vivre plus souvent, on vous donne rendez-vous sur Insta, @nous.vu, ou directement sur le site nousvu.com si vous avez envie de faire vos propres parties de vue avec des gens de votre quotidien, des gens qui vous inspirent. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup à vous deux. C'était trop chouette. Non, je trouve trop inspirante toutes les deux aussi. Je parlais justement de cette fluidité aussi, cette fluidité d'identité aussi. Là, je parle plutôt à toi, Louisa, parce que je te connais depuis un poil plus longtemps. Et de voir à quel point ça a été fluide aussi pour toi, tous ces changements et tout l'amour l'espace d'amour dans lequel tu as vécu tout ça, je trouve ça trop inspirant et vous êtes belles toutes les deux, donc trop ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Trop chou. Merci à toi. Merci les filles.